Donc Drosophila suzuki, elle a d'émergents, en fait, on la classe dans les émergents dans le sens où tous les ans, en fait, on a une gamme d'hôtes qui s'élargit. Puisque si on regarde, hein, c'est quand même une mouche qui est connue depuis relativement longtemps, 1916 au Japon, qui a un émergent au niveau de l'Union européenne depuis 2008. Et on l'a vu assez rapidement arriver en France, puisque les premières captures, les premiers piégeages datent de 2010. Et depuis 2010, on ne cesse de voir s'accroître la situation, et s'accroître la situation par rapport aux espèces attaquées. À l'écran, ici, rapidement, la répartition mondiale de Drosophila. Donc, vous voyez qu'on n'est pas le seul continent concerné. Elle est répartie relativement massivement. Donc, ça, c'est pour vous rappeler un petit peu la situation. Au niveau réglementaire, donc on va faire une petite révision par rapport au diaporama que vous a présenté Bertrand. Donc, son statut réglementaire, si on revient sur ce qu'il vous a dit, elle n'est pas classée de quarantaine, donc elle n'apparaît pas dans la directive 2029 CEE. Par contre, elle est inscrite au niveau de l'arrêté du 31 juillet 2000 sur l'annexe B, ce qui fait, et sur la liste d'alerte A2 de l'OEPP, ce qui confère en fait à cette mouche de pouvoir être de lutte obligatoire dans certaines conditions. Et je vais rajouter un point, parce qu'il manque un point à ma diapositive qui est important, c'est le fait d'être inscrite sur l'arrêté du 31 juillet 2000 à l'annexe B, lui confère en fait systématiquement un statut en fait de danger sanitaire de catégorie 2. Donc, de fait, tous les parasites qui sont inscrits à l'annexe B de l'arrêté du 31 juillet 2000 sont en catégorie 2, même s'ils ne sont pas listés aujourd'hui dans la liste de l'arrêté tel qu'il est publié. Donc, on voit qu'on a quand même une réglementation qui est importante autour de cette mouche. Rapidement, pour poser le tableau, quelques éléments de biologie. Donc, cette mouche Drosophila a la particularité par rapport aux autres mouches de s'attaquer à des fruits sains. D'habitude, on est plutôt sur des fruits déjà en cours de maturation ou attaqués, avec une observation qui est relativement compliquée au niveau des pontes et des œufs, des symptômes qui sont visibles relativement rapidement, hein, 3 jours après la ponte, et des symptômes, alors c'est pas très clair là je pense, vu de l'amphi, donc des symptômes par dépression du fruit. En fait, la larve consomme l'intérieur des tissus, on a un effondrement en fait des tissus extérieurs, ce qui permet de repérer des attaques. C'est une mouche qui a plusieurs générations par an et un potentiel de nuisibilité qui est extrêmement important, et notamment par rapport à sa gamme d'hôtes. Vous avez ici à l'écran pour mémoire la gamme d'hôtes classique. Donc on retrouve bien toute la partie arboricole. On a la fraise, la vigne maintenant, la tomate. Donc toute une gamme qui s'élargit relativement régulièrement. Au niveau des dégâts, je vous l'ai dit, c'est une mouche qui n'est pas forcément facile à identifier au moment de la ponte, parce que les trous de ponte en fait sont difficilement visibles, donc on est obligé de procéder par un système de dissection des fruits pour pouvoir observer les pontes. C'est pas visible en parcelle comme ça, et on arrive en fait à voir les symptômes qu'au moment où la larve s'est suffisamment développée et que le fruit commence à couler et à s'effondrer. Et à la fin de développement, quand l'attaque est vraiment très installée, on a des pupes qui sont soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'épiderme. Mais bon, quand on arrive à voir la présence, en fait, elle est relativement installée. Donc, suite aux premières identifications de 2010, il y a eu un plan de surveillance élargi à différentes espèces. Donc, on a, pour reprendre un petit peu le diaporama que vous a présenté Bertrand, donc on a été en système d'alerte immédiat. On a disposé un système de surveillance élargi par différentes méthodes, et notamment surtout par piégeage alimentaire. Alors, sur cerises, déjà à l'origine, bien sûr. Et dans ce plan, on avait intégré la fraise aussi, tout de suite, et d'autres cultures. On a fait des suivis sur tomates, sur vignes aussi. Et en 2010, on a surtout les premiers retours en fait, d'infestation sur cerises et fraises. Dans le cadre de la surveillance du territoire, on a 2 autres dispositifs de surveillance qui sont par observation des pontes. Donc on prélève des fruits sains et on fait de la dissection de fruits pour regarder s'il y a présence ou pas de ponte. Et un suivi un peu plus poussé encore qui a été utilisé en vigne, et ça fera l'objet de la situation vigne du Grand Sud-Ouest, un suivi des émergences sur fruits. Donc des fruits qu'on prélève dans l'environnement, on met à maturer, à incuber, et on regarde en fait les populations qui émergent. Drosophila, oui, non. Drosophila suzuki, oui, non.
Je vais passer maintenant à la situation pour chacune des grandes filières concernées, donc arboriculture fruitière, viticulture et culture légumière. Donc pour mémoire, des premières captures en Corse en juin 2010. Donc on voit que en fait on a un front de progression. Hein, vous aviez vu 2008-2009 des détections en Italie. 2010, on a des premières détections en Corse sur cerises. Donc le plan de surveillance avec ici une carto à l'écran, alors qui est ancienne, hein, 2010, où on voyait bien qu'en fait le front d'attaque était vraiment localisé sur la partie sud de la France, la partie nord n'était pas touchée. Et en fait, depuis 2010 à 2015, on est concerné sur l'ensemble du territoire français. En 2010, déjà, on a une incidence économique de Drosophila Suzuki sur cerise qui est extrêmement importante. De 2010 à 2015, une progression sans répit qui concerne à la fois l'ensemble des bassins de production et différentes espèces fruitières concernées. Et en 2015, la nouveauté, c'est qu'en fait, on a des espèces nouvelles qui sont concernées, comme la quetch mirabelle. Donc on voit bien qu'on a une progression régulière en fait, des espèces. Une information importante aussi, au travers de deux graphiques. Alors, il ne faut pas essayer de regarder les échelles, hein, c'est vraiment pour illustrer et pour vous montrer que c'est vraiment les conditions climatiques qui sont importantes en fait, dans le développement de Drosophila Suzuki. Et on sait que dès qu'on a des conditions tempérées humides, donc on n'a pas de rupture soit par des fronts très secs, soit par des fronts très chauds, on a en fait une courbe très régulière de piégeage de Drosophila et une présence constante de Drosophila, ce qui fait que ça la rend extrêmement compliquée à gérer. Donc à gauche, vous avez une situation... piégeage printemps, piégeage sortie d'été, et puis ici à droite, une année climatique tempérée humide où on est tout le temps avec des piégeages importants, voire très importants. Pour mémoire quand même, et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça fait l'objet de la présentation suivante de Claire Véder, mais pour vous dire qu'en fait, c'est autour de cette problématique, et ça c'est important parce que c'est vraiment ce qui fait la force et la réussite en fait, de la gestion d'un émergent, c'est qu'il y a eu une mobilisation très très importante autour de Drosophila Suzuki, alors autour d'un groupe technique national qui concernait cette mouche, hein, qui rassemble en fait différentes filières et sur lesquelles il y a eu un travail avec un projet CASDAR où il y a eu différentes solutions techniques de tester. Alors je ne vais pas me risquer à vous donner des résultats parce que c'est l'objet de l'intervention de Claire. Par contre, je crois que ce qu'il faut quand même retenir, c'est que c'est compliqué de gérer Drosophila, mais ça, vous le savez, et que ça relève bien en fait d'une combinaison de méthodes de lutte, hein, de la prophylaxie, de la conduite culturale, et encore une fois, en fait, l'influence du climat qui est prépondérante, qui est importante dans cette gestion. La situation en viticulture maintenant. Donc première détection en vigne en 2011, avec des détections dans des pièges alimentaires à Tordeuse dans le Bordelais. Et on a eu une généralisation des captures en 2012. En 2013, le réseau observait des détections sur baies, avec des symptômes, notamment sur des baies qui présentaient des symptômes de botrytis. Et ça, c'est des observations dans le Bordelais. Et on a vu également des captures dans le Vaucluse. Alors sur des parcelles un peu particulières, on a des parcelles en fait, qui mixent à la fois de la cerise et de la vigne. Et là, on avait dans un environnement de cerisier des captures importantes dans le Vaucluse et des captures en Alsace. Ça, c'est la situation 2013. 2014, alors j'ai tendance à dire que c'est vrai pour la viticulture, mais c'est vrai pour la cerise et c'est vrai aussi pour la filière légumes que l'on verra après, aussi bien sur fraises que sur tomates. Ça a été vraiment l'année atypique, alors atypique par rapport à la pourriture acide en vigne, mais une année avec une extrême progression des captures et des pullulations importantes. 2014, on a une maladie qui est présente dans tous les vignobles hein, en termes de pourriture acide, qui touche exceptionnellement sur 2014 les cépages rouges, alors qu'on est plutôt d'habitude sur des cépages blancs. Et du coup, on se retrouve, alors il n'y a peut-être pas de lien de causalité, mais peut-être avec Drosophila qui est signalé dans l'ensemble des vignobles, sauf sur celui du Nord Rhône-Alpes. Et on a des présences vraiment significatives de Drosophila dans les pièges, à la fois en Alsace, en PACA, dans le Bordelais, mais qui restent quand même minoritaires par rapport aux autres drosophiles communes que l'on connaît. Quelques données. En 2014, on avait des problèmes sur baies qui étaient confirmés dans deux bassins, le Bordelais et le Vaucluse. Alors le Bordelais qui avait un suivi des émergences et dans lequel on a montré qu'on avait 2% des grappes touchées en blanc et 14% en noir. Donc on est sur des niveaux qui sont
honorable en noir, et des pontes qui ont été détectées relativement tardivement sur du raisin de table en Vaucluse, donc détectées tardivement en octobre. Un point de situation peut-être un peu plus... pardon, excusez-moi. Pour compléter la situation en vigne, parce que c'est important, de la même façon qu'il y a eu une mobilisation très forte autour de la fraise et de l'arboriculture, il y a eu dès 2015 une mobilisation très très forte des acteurs en viticulture, avec déjà la sortie d'une note nationale et un dispositif de piégeage relativement massif, alors pas seulement sur piège alimentaire, mais aussi sur un suivi des pontes et des émergences. Et là, on a vu vraiment une profession qui s'était fédérée autour de la problématique, et ça, c'est vraiment essentiel. Enfin, ce ne serait pas de le répéter au long de la journée, parce que c'est vraiment le gage de réussite quand on est sur un émergent. C'est qu'il faut qu'on soit tous autour de la table, sinon ça ne marche pas. Donc les premiers retours, je vous l'ai dit, très bonne implication, des bulletins techniques qui ont été de bonne qualité, et un dispositif donc déployé qui montre pour 2015 une présence variable en fonction des vignobles et des situations. Et souvent en 2015, on a eu des captures en augmentation, souvent après les vendanges, et assez peu de détection sur B, que ce soit en ponte ou en émergence, d'une manière générale sur l'ensemble du vignoble. Une information importante, il semble en fait, en regard de l'année 2015, que pour Drosophila Suzuki sur vigne, on soit sur une situation d'opportunisme, qui est complètement différent de ce que l'on peut rencontrer en arboriculture fruitière ou sur fraise. C'est vraiment les conditions climatiques exceptionnelles qui vont faire qu'en fait, on va avoir des attaques sur cette filière avec potentiellement dégâts. Un focus quand même sur la zone sud-ouest des travaux 2015, puisque c'est vraiment là où on a l'émergence de cette mouche. Donc un réseau dense en Aquitaine avec 39 parcelles suivies en piégeage, qui a montré qu'on avait de la Drosophila dans 97% des parcelles. Il y avait un suivi de 30 parcelles ciblées pour le suivi des émergences. Donc ciblées, c'est des parcelles à risque. Donc qui ont montré qu'on avait 17% d'émergence, 18% avec des grappes touchées et avec des individus de l'ordre de 2,4 individus par grappe, ce qui n'est pas anodin. En Aquitaine, donc, on montre bien une corrélation en fait, entre le niveau de capture et les émergences. Midi-Pyrénées, rapidement pour terminer, 6 pièges dans le répartis en fronton et gaillac et en situation de pourriture acide. Et on avait des captures dans tous les pièges, surtout après le 15 septembre. Donc sur les tests d'émergence, par contre, pas de Drosophila Suzuki. Rapidement, le focus culture légumière, puisqu'on considère que sur la fraise, on est attaché dans l'ensemble des travaux, en fait, aux travaux qui sont faits sur la filière Arbo. Donc sur fraise, on la repère en 2010, aussi bien sous abri et plein champ, et on a également des constats sur tomates. Clairement, sur légumes, enfin sur fraises, on a 2 périodes de piégeage, printemps-automne, mais avec systématiquement une intensité des dégâts qui sont supérieurs à l'automne, quelle que soit l'année. En termes de niveau d'attaque, j'ai essayé ici de vous classer un peu les années. Donc on retrouve bien 2014, l'année phare, 2013-2015, qui sont un peu des années équivalentes. Rapidement, un visuel Carto-France. Alors les couleurs, là, vous ne devez pas super bien les voir. Donc à gauche, la fréquence en parcelles. Donc on voit bien que la fréquence est bien plus importante sur l'ouest que sur l'est, où on est plutôt sur du moyen élevé en termes de fréquence. Par contre, quand on regarde en termes d'intensité de dégâts, on est sur fraise, là, on voit que c'est relativement bien réparti sur l'ensemble du territoire et on est à la fois, on est en fort moyen, quel que soit sur des attaques fortes à moyennes sur l'ensemble du territoire. Et rapidement, une dernière diapositive sur tomates avec des données 2014. Alors, un suivi qui mériterait peut-être sur tomates d'être renforcé. Et au jour d'aujourd'hui, 2015, on n'a aucune capture sur le réseau. Par contre, on a eu des points de capture importants en Île-de-France et en Corse au cours de l'année 2014. Je vous remercie de votre attention et j'en profite pour remercier Claire Véder qui va intervenir maintenant et Yannick Trottin-Caudal pour le prêt de leur support qui ont participé au montage de cette diapo.